Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Cette semaine, débutons avec un reportage qui a été tourné à la MRC de Bécancour lors du Conseil des maires du 22 janvier dernier. On y interroge tout d'abord Mario Lyonnais, le préfet de la MRC. On a changé un peu notre fusil d'épaule suite aux entrevues. Une personne qui était vraiment connaissante dans le milieu, qui a fait du développement, elle disait, il vous manque de quoi, là? Ça se bouge beaucoup dans le service de la santé, surtout en mode coupeur. Peut-être que là, ça prendrait peut-être quelque chose de plus tac, on va y aller avec le groupe, pour peut-être bouger rapidement. Et puis on sait que les horaires se font là, de 6 mois en 6 mois pour les médecins à l'urgence. Et on sait que le mois de mars s'en vient là. Et qu'il faut bouger rapidement. Le temps d'embaucher quelqu'un, on a des bonnes personnes qui sont dans notre vie et tout. Mais là, l'orientation d'une nous dit, ça serait peut-être mieux quelqu'un qui frappe un peu plus fort, qui prend le temps. Puis ça nous a fait réfléchir, le comité, puis on s'est dit, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Là, Vincent nous dit, il y aurait peut-être le groupe que je connais, qui a déjà travaillé, qui fait une petite recherche, qui a fait aussi l'urgence sanitaire. Et que là, on a dit, OK, go, on l'a rencontré. Puis là, on a dit, regarde, je pense qu'on a le bon groupe. Pour nous aider à court terme, là, c'est vraiment eux autres. Est-ce qu'ils vont être à long terme? Je ne sais pas. Mais à court terme, là, rapidement, on a une firme qui va travailler pour nous autres sur le terrain. Là. Puis comment travaille ce genre de groupe-là pour ceux qui ne le sauraient pas? Ils vont aller chercher le portrait présentement rapidement. On a fait un portrait, un topo rapidement de qu'est-ce qui se passe. Ils vont aller sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe réellement, voir qu'est-ce qui reste, qui sont. Ils l'ont déjà vu. Ils ont déjà fait du terrain au niveau de l'urgence, ce qui nous a rassuré beaucoup quand tu as déjà fait une urgence en plus. Là, quand tu étais dans le service santé sociale, ils voient, puis après ça, c'est d'aller cogner aux bonnes portes. On va passer des messages, voir comment on peut bouger. Est-ce qu'on va faire bouger la population? Est-ce qu'on va faire bouger le conseil des maires de différentes façons? Est-ce qu'il va y avoir des idées qui vont sortir? On a déjà sorti, ramenez-nous nos médecins dépanneurs des pancartes. Est-ce qu'il y aura des choses semblables? J'en ai aucune idée. On va voir avec la firme, on va travailler avec la firme, on fait vraiment confiance à la firme. Nous, on manque de temps. On a beau, puis Vincent, c'est pareil, toute l'équipe, on a beau mettre du temps, mais on manque de temps. On n'est pas là à temps plein. Eux, ils vont avoir du temps à temps plein pour là-dessus. C'est ça qui va nous soulager. Puis aussi lancer un message à notre population qu'on est derrière eux autres, on comprend. Puis nos médecins qui sont là, regardez, merci de te faire game, puis on va essayer de vous trouver de la relève, puis on a quelqu'un pour... On engage des fonds pour vous aider, là, pour continuer là, à garder le phare ouvert. Donc, une petite tournure d'événements, mais de l'espoir quand même, parce qu'il y avait beaucoup de peur dans la population, mais aussi au niveau du Conseil des maires. Oui, écoutez, l'inquiétude est là, puis elle est encore là, on ne sera pas de cachette. Là. Les miracles, je suis pas sûr qu'on aille, mais en tout cas, on met le paquet pour avancer. Puis le groupe qu'on a rencontré, je pense que, en tout cas, on a de l'espoir. On a bien des endroits que les tours cellulaires, malheureusement, ça ne rentre pas, il n'y en a pas. C'est des trous noirs, des trous de beigne, appelons-le comme qu'on voudra. Puis on demande aux partis politiques fédérales de le mettre dans leur plateforme pour les endroits orphelins, mais c'est important. Là. Il y a des endroits, on n'est pas en plein milieu en forêt, là. On a des zones rurales qui ont du monde, des noyaux, des cœurs urbains là, qui n'ont aucun réseau cellulaire. Puis c'est important pour la sécurité des gens. Là. Tu sais, un cellulaire, c'est une chose, mais tu as besoin, tout le monde n'a plus de ligne dure, on oublie ça. Là. Je pense que je suis le seul dans ma municipalité qui a une ligne dure, là, parce que je fais des entrevues au téléphone, ça va mieux. Mais on fait des blagues, mais l'urgence, le 911, puis quand les policiers te disent ici, ça va pas bien, là, même eux autres ont des problèmes, là. C'est notre service d'urgence, le service de la Sûreté du Québec. Le gouvernement, présentement, a mis des fonds pour les entreprises. Chez nous, on sait que c'est Sogetel. Il y en a au centre du Québec, il y en a aussi à Mauricie, c'est eux qui ont le contrat. La première étape, quand Sogetel nous a rencontré le centre du Québec, la MRC de Bécancour n'était pas là. On a levé la main parce que j'étais là, ça marche pas. Là. Parce qu'on a fait des cartes, et des cartes sont faites par le centre du Québec. Qu'on a mis à jour, nous aussi, la MRC de Bécancour, on a investi de l'argent pour qu'il soit à jour. Pour les coûts, on savait les coûts de tout. Mais là, c'est le gouvernement qui décide de mettre de l'argent avec des compagnies privées, puis c'est correct. Mais là, après ça, là, le gouvernement décide de faire leur carte. Il voit très bien qu'on a des zones mortes, des zones que des trous. Il voit très bien. Sainte-Marie-de-Blandford en était une. Sainte-Gertrude en a une aussi.
c'est des possibilités. Déjà, les gens de Sogetel ont regardé, ils ont été sur le terrain. Déjà, ils regardent des ententes, il y a des résolutions de passé dans leur conseil municipal. Il y a déjà un début de développement qui est fait là-dessus. Ils sont là, ils sont sur le terrain. C'est un message, puis on ne les lâche pas encore parce qu'on a dit vous êtes rendus où, on les garde proches de nous autres Sogetel pour être sûr qu'ils ne lâchent pas le morceau, puis nous autres non plus on ne lâche pas le morceau. On sait que Sainte-Sophie c'est rough, Sainte-Gertrude c'est rough. On sait que là présentement dans le parc industriel c'est un peu plus rough, mais ça c'est le taux de demande. Il y a des taux, mais il faut qu'ils upgradent leurs taux, ces compagnies qui sont là, ça c'est une autre chose. Mais on sait que Sainte-Marie-de-Blandefeuille, il n'y a rien qui rentre. Là. Mansoux, c'est très peu. Saint-Pierre-les-Béquets, il y a des zones. Un paquet de places, il y a des zones qui ça coupe. T'sais, on tombe entre deux tours. T'sais, il faut mettre une tour entre les deux pour que ça rentre. Un village de télétravail, c'est une bonne question. Il est en développement. Puis ça va aller. Bien, ça prend une municipalité qui a envie de développer un village de télétravail. Ça va être des endroits qui vont être mis des locaux, entre autres des locaux à disposition des gens. Puis je pense puis je vous dis, là, Sainte-Sophie qui rénove leur église, qui veulent faire des endroits un peu plus spéciaux. Ça pourrait être un endroit de village télétravail qui offre des endroits pour faire du développement en télétravail, que les gens auront une place pour aller en télétravail. C'est ça, on est en train de développer le concept. Qu'est-ce que l'entente sectorielle de développement social? Parfait. Le développement social et de la santé, en fin de compte, c'est un financement, c'est toutes les tables des MRC. On est ensemble, donc la table des MRC. On est tous là, le CIUS, Centraide. On finance le Comité régional en développement de la santé, qui est une organisation qui pense à développer justement l'ensemble des MRC, tout ça pour répondre bien à la population en termes de développement de la santé et des services sociaux. J'imagine qu'il y a des montants qui sont déboursés pour ce faire? Oui, ici, nous autres, on a un montant de 12 800 qui va couvrir de 2024 à 2027. On a parlé aussi pendant ce Conseil des maires de la planification stratégique, entre autres l'attractivité de la MRC. Parlez-moi-en davantage. Oui, on est très content de la planification stratégique qui vient d'arriver. Donc, on l'a adoptée aujourd'hui et on part vers justement l'exercice de ça. Et une des choses, c'est effectivement, vous parliez de l'attractivité, attirer les jeunes familles et aussi maintenir les acquis de la MRC de Bécancour. Qu'est-ce qui fait le bon vivre ici? Et en même temps, on va avoir un travail d'image de marque pour la MRC et ça va être un exercice qu'on veut faire avec l'ensemble des partenaires de la population pour justement qu'il y ait un lien d'appartenance à la MRC de Bécancour. Actuellement, qu'est-ce qui pourrait ressortir déjà de cette planification-là, l'attractivité justement? Qu'est-ce qui fait que la MRC se démarque? La MRC se démarque... Toujours, les gens parlent de tranquillité, de paix, mais en même temps, on est à côté de la filière batterie, on a la fibre optique qui est partout dans la ruralité. Donc, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme des intérêts que les gens urbains ont, mais en même temps, on a cette tranquillité-là de la ruralité. Donc, on a quand même des très grandes forces à avoir ici. Toujours du côté de Bécancour, notre journaliste P.A. Lemay s'est rendu à la conférence de presse annonçant le prochain Salon de l'emploi de Trois-Rivières et Bécancour. Allons écouter son reportage avec Mme Lucie Allard et le directeur du ministère de l'Emploi, M. Tariq Amin. Innovation et développement économique Trois-Rivières aura lieu le 26 février prochain à Trois-Rivières, le Salon de l'emploi Trois-Rivières et Bécancour. Ça se déroulera à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Le Salon de l'emploi, c'est notre 11e édition qu'on est en partenariat avec Trois-Rivières. On est vraiment heureux de ce partenariat-là. C'est un exemple probant que chaque fois qu'on s'unit Trois-Rivières et Bécancour, mais c'est toujours au bénéfice de nos populations. Puis le Salon de l'emploi, mais c'est un succès, on le sait. Ça a évolué grandement depuis les dernières éditions, les toutes premières éditions, c'est sûr. Le contexte économique a vraiment changé, mais n'empêche qu'actuellement, il y a vraiment un marché de l'emploi qui explose dans tous les domaines, autant pour les nouvelles industries que pour celles qui sont déjà là, bien implantées. Donc, le Salon de l'emploi s'adresse à
tout le monde. On souhaite vraiment que ça soit accessible, que les employeurs puissent avoir une belle vitrine, puis en même temps, mais que ça soit aussi très accessible pour les chercheurs d'emploi. Ça demeure un succès, là, puis une belle marque de commerce du salon. C'est vraiment grâce au partenariat avec IDEA Trois-Rivières, Service Québec, puis on est content de se joindre à eux là, pour faire de l'événement un succès. Les perspectives d'emploi par profession analysées par notre ministère indiquent que plus de 58 500 emplois à pourvoir dans nos régions sur l'horizon 2022-26. Bien évidemment, de ce nombre, environ 74% des emplois offerts le seront à la suite de milliers de départs à la retraite. Je vous invite à participer en grand nombre à cette journée de recrutement. C'est le moment de mettre en valeur vos compétences, votre personnalité et vos aspirations. Il y aura plus de 110 employeurs présents. Donc, profitez-en pour apporter votre CV. Ici, IPA Lemay, Télécœur. Du côté de Nicolet, maintenant, le 21 janvier dernier avait lieu une levée officielle du drapeau du Québec à l'École nationale de police. C'est un événement annuel important pour la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec et je m'entretiens avec son directeur général, Dominique Martin. Beau temps, mauvais temps, la levée et la descente du drapeau du Québec a lieu tous les matins et tous les soirs à l'École nationale de police du Québec. Mais c'est aussi une tradition annuelle pour la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec. On en parle avec son directeur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, hein? C'est le jour du drapeau. Donc, on célèbre le 77e anniversaire de notre Fleur-de-Lysée, qui est un emblème, hein? Évidemment, le drapeau, c'est ce qui caractérise un peuple. Donc, on est très fiers d'être ici à l'École nationale de police pour pouvoir procéder à cette journée-là. On a fait aussi une levée du drapeau, donc qui a été fait exécuter par les apprentis policiers ici. Donc, une belle activité dans ce cadre de cette journée spéciale. Et en quoi ça correspond et ça rejoint votre mission en tant que société? Bien, vous savez, nous, notre mission, on fait la promotion de la langue française et aussi de la culture québécoise. Et vous savez, lorsqu'on regarde le drapeau québécois, tu sais, un drapeau, c'est quoi? C'est une histoire, c'est une identité, c'est une fierté. Puis quand on regarde le drapeau du Québec, on voit, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit la langue française qui est parlée ici au Québec, c'est notre culture, notre tradition. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de procéder justement à cette célébration de cette journée spéciale. Donc, c'est en lien vraiment avec notre mission et de cette fierté d'être québécoise, d'être québécois ici, là, dans notre région. Et vous le faites à chaque année dans des lieux différents, c'est ça? Oui, effectivement, dans différents lieux à chaque année. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a eu 3 levées de drapeaux officielles. Donc, une ce matin à Saint-Louis-de-Blanford, à Drummondville et en ce moment ici à Nicolet. Donc, oui, à chaque année, on fait une levée du drapeau comme ça. C'est important pour nous et c'est important de rendre hommage aussi là, à notre drapeau là, qui nous unit ensemble là, ici au Québec et dans la région du centre du Québec. Et de faire participer les jeunes aussi, leur inculquer ces valeurs-là si jeunes. Mais je trouve ça tellement agréable de voir autant de jeunes ici aujourd'hui participer à cette activité parce que vous savez, le drapeau, c'est pas nécessairement enseigné dans les cours l'importance d'un drapeau. Et puis le fait d'être ici, justement, c'est une certaine forme d'éducation populaire aussi. On leur permet de découvrir l'importance de respecter notre drapeau et d'être fiers aussi de le démontrer et puis de le laisser flotter là, au-dessus de nos édifices, là, que ce soit les écoles, les institutions. Ouais. Alors, un événement significatif aujourd'hui. Parlez-moi de cette journée. Qu'est-ce que vous avez organisé ici? En fait, c'est une collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est à leur demande. À chaque année, ils ont la tradition de faire la levée du drapeau dans un endroit différent. Le jour du drapeau, le 21 janvier de chaque année. Cette année, c'est le 77e anniversaire du drapeau. Et on a ça en commun avec la Société Saint-Jean-Baptiste à l'École nationale de police du Québec. Tous les matins à l'école, les aspirants policiers de garde ont le devoir d'aller hisser le drapeau et à la levée du jour. Et au coucher du soleil, ils redescendent le drapeau. C'est une tradition qui est très importante pour nous et dans les valeurs de l'école. Qu'est-ce que ça signifie, cette tradition-là, justement? En fait, c'est vraiment par respect pour démontrer notre attachement, notre engagement envers la société québécoise, parce qu'évidemment, les futurs policiers, ils font le choix délibéré de servir et protéger la population. Donc, ça fait partie de ces éléments-là. Garde le drapeau. Halte. Porte-drapeau, à gauche, tournez.
Porte-drapeau. À vous, amants. Notre reportrice Claudie Geoffroy se rendait au vernissage Renouer avec soi à la bibliothèque de Saint-Célestin pour y rencontrer l'artiste multidisciplinaire Natacha Pelletier. Allons voir son reportage. 16 novembre 2024, en direct de Saint-Célestin pour le vernissage du projet Renouer avec soi par l'artiste Natacha Pelletier. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. C'est parti! Aujourd'hui, c'est mon vernissage. C'est l'aboutissement d'un projet de médiation culturelle qui s'appelait Renouer avec soi. Et qu'est-ce que c'est, Renouer avec soi? En fait, c'est un temps qu'on se donne pour être pleinement soi. Pas juste une maman, pas juste une employée, vraiment connecté avec la personne qu'on est profondément. C'est une occasion que j'ai donnée à des femmes de la MRC Nicolet-Yamaska, puis, mais c'est venu vraiment d'un besoin au départ à moi. Puis j'avais le goût de le reproduire avec d'autres femmes parce que je me suis dit que je ne devais pas être la seule qui avait besoin d'un temps pour soi. Et comment ça s'est décliné, ce projet-là? Je pense qu'il y a eu plusieurs phases qui ont mené au vernissage d'aujourd'hui. Oui, en effet. La première phase était de recruter des femmes, évidemment, pour faire vivre le projet. Puis la réponse a été super bonne. Alors, j'ai créé, à l'aide de ma collègue collaboratrice, Joanne Harvey, un atelier qui durait environ 3 heures. Puis la première partie, c'était vraiment la partie d'écriture que Joanne animait pour aider les femmes, justement, à mettre la table pour la prochaine étape. Alors, elles ont pu prendre un moment pour évacuer ce qu'il y avait autour d'elles dans leur vie, pour se centrer sur elles-mêmes. Puis, dans un deuxième temps, elles avaient comme l'occasion, à partir d'un matériel que j'avais apporté, plein de médiums différents, de créer une œuvre. Elles pouvaient, si elles le désiraient, prendre une phrase clé de leur texte pour la reproduire en images. Donc, ça a duré à peu près 3-4 heures, là, mais ça a passé très vite. Donc, c'est vraiment un projet pluridimensionnel, là, si on peut dire. Comment tu trouves ça aujourd'hui d'avoir une si belle réponse, de voir tous les gens qui se sont mobilisés, qui se sont déplacés pour venir célébrer votre art? Bien, je trouve ça vraiment touchant, premièrement. Je les remercie beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et comme c'est l'aboutissement du travail de ces femmes, mais aussi de moi, parce qu'à partir de leurs textes et images qu'elles avaient produites, moi, je crée un univers. Essentiellement, c'est des collages que je fais, papier ou numérique. Puis, d'entendre leurs réactions, entre autres, là, je pense à une participante qui me dit que sans savoir que l'image, son image coup de cœur était la sienne, mais elle ne le savait pas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc,
j'ai saisi ce qu'elle vivait, puis j'ai réussi à le traduire en images. Et là, je crois qu'on parlait tout à l'heure d'un calendrier qui va rassembler tous ces collages-là. Peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, étant donné que ça parlait de renouer avec soi, j'ai pensé à un organisme que j'aime beaucoup dans la région qui s'appelle la passerelle la passerelle Bécancour-Nicolet à Mascate, qui a une super belle mission auprès des gens qui s'occupent des leurs, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Alors, qui de mieux pour encourager ces gens-là à ne pas lâcher? Alors, ils ont accepté de faire... de vendre, c'est-à-dire les calendriers que je vais produire. Donc, un prix très raisonnable au coût de 20 $, puis les fonds qui vont être amassés vont être pour eux, pour leurs activités annuelles. Eh bien, merci beaucoup de nous permettre de renouer avec nous-mêmes, Natacha. Si jamais on désire te suivre pour en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, tes prochains projets, aussi pour les calendriers même, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, bien, pour ma part, pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, essentiellement, c'est ma page Facebook Nat Colibricole ou ma page Instagram qui a le même nom. Puis pour les calendriers, la passerelle Bécancour en aura sur place, mais c'est aussi possible de me rejoindre via mes réseaux sociaux pour en commander. C'est donc un vernissage réussi pour le projet Renouer avec soi. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. En collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, Télécœur est fier de présenter une série de reportages intitulés « Les littéraires ». Notre premier auteur rencontré, natif de Saint-Léonard-d'Aston, est historien et romancier. Il s'agit de Gabriel Thériault, que voici. Dans le cadre d'une série de reportages intitulée « Les littéraires » en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon premier reportage avec un auteur de Saint-Léonard-d'Aston nommé Gabriel Thériault. Parle-nous de ton style d'écriture. Qu'est-ce que tu écris plus particulièrement? Mes romans que j'affectionne le plus, dans lesquels je mets mes tripes, j'ai eu l'occasion d'en parler dernièrement d'ailleurs, c'est les romans historiques. J'ai commencé avec des romans historiques médiévaux qui étaient au miroir de mes études de maîtrise. J'ai fait ma maîtrise dans ce domaine, mais depuis quelques années, je me consacre à la Deuxième Guerre mondiale, plus particulièrement au front de l'Est, donc la guerre germano-soviétique de 1941 à 1945. Et parallèlement à ça, depuis quelques années, je fais beaucoup de romans d'horreur qui me permettent d'aller ailleurs, d'explorer d'autres facettes de la littérature. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'écrire et la langue française aussi, j'imagine, c'est important? La langue française, elle est si malmenée de nos jours. Et moi, je me fais un point d'honneur, ça va être le bon terme, d'aller exploiter toutes ces richesses, d'aller chasser tout ce qui peut être anglicisme. Même dans mes dialogues, quand je veux que ça soit en joual, j'essaie toujours de trouver les tournures en joual plus québécoises en français. Beaucoup, je trouve que non seulement est envahie par l'anglais, notre langue, elle est un peu marginalisée, ou au moins son prestige est terni par cette anglophilie galopante. Mais aussi, je trouve qu'on n'exploite pas ces ressources de toutes les nuances que peuvent nous apporter des registres de langue littéraires et soutenus qui nous permettent d'appuyer des images et le lyrisme, qui est une de mes je pense, forces, mais en tout cas, à tout de moins, qui est vraiment au cœur de ma démarche littéraire, de mes penchants littéraires. Et si on veut commencer à lire du Gabriel Thériault, tu nous recommanderais lequel de tes ouvrages? Je vais vous envoyer plus vers mes romans historiques. Donc, je vous dirais Le naufrage d'un monde. On me dit que ce serait le meilleur, qui raconte l'effondrement de l'armée allemande et de l'Allemagne en général sous la poussée de l'armée rouge affamée de vengeance. Et si vous aimez l'horreur, je vous dirais Vorace, La créature des abysses sidérales, qui est un autre genre. Donc, je vous donne deux suggestions de deux genres, mais c'est un horreur qui défrise. Il faut être prêt à en prendre plein de moustaches. Et pourquoi est-ce important pour vous d'écrire? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? La gloire et l'argent. Non, c'est tout le contraire de ça, c'est de l'ironie. Mon détecteur d'ironie a explosé. C'est une question qu'on nous pose souvent, les auteurs, à laquelle il est difficile de répondre. Puis je pense qu'en fait,
c'est la même réponse que donnerait n'importe qui est passionné par son boulot. C'est là, c'est en nous, puis on a besoin. C'est même pas qu'on a besoin, c'est juste on respire parce qu'on respire, on écrit parce qu'on écrit. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de nouvelles à saveur locale. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Les Amis de Télécœur, mais aussi nos médias sociaux. Nous sommes maintenant sur TikTok et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez aller voir notre YouTube pour visionner tous nos reportages. N'hésitez pas également à me contacter à l'adresse courriel suivante, nouvelles@commercialtélécœur.tv pour m'écrire vos suggestions de reportages. Il me fera plaisir de vous répondre. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. L'Auto-Québec a remis plus de 1,7 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. J'ai gagné 5 649 avec le bureau. Quand c'est arrivé, j'étais en vacances à Santorini. Je voulais décrocher, donc c'était clair, pas de téléphone. Mais là, ça arrêtait pas de sonner. Dring, dring, dring. Diane, elle disait, voyons, décroche. Ils ont tout fait pour me rejoindre. Il a envoyé des pigeons. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Olivier et son groupe sont des vrais gagnants du Loto 649. Non, il n'y avait pas de pigeons. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. L'Auto-Québec a remis plus de 1,7 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. Le jour que j'ai gagné à vie, j'étais chez moi en train de gratter mon billet.
Puis là, j'ai vu 3 vies. J'ai tout de suite appelé ma meilleure amie Chanel. Elle a capoté. Après, j'ai appelé mon beau-frère, il était comme, t'as gagné 1000 $ par semaine à la vie? Tout le monde était comme, ah, chanceuse! Tu connais Fouki? Non, mais ça faisait beaucoup mieux dans mon histoire, là. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Serginia est une vraie gagnante de gagnant à vie. Ben, je pourrais-tu rencontrer Fouki?